Donc vous avez été directeur de théâtre et vous avez réussi à poursuivre votre métier de metteur en scène et de comédien. Comment vous avez fait ça? Parce que il y a l'administratif, il y a l'artistique. Écoutez, c'était un travail colossal. J'étais un peu fou à cette époque. J'avais une énergie. euh, oui, c'est. Écoutez, ça fait partie je fais partie aussi enfin, pas être prétentieux, mais est-ce que, ça fait partie de la tradition française, quoi. Et ça remonte à Molière. Regardez, euh, comment Villard, Copeau, tous ces gens, Jean-Louis Barrault, ils étaient dans le même cas que moi. Et ça, c'est une exception aussi française, parce que ça existe effectivement en Allemagne, ça n'existe pas. Il y a un intendant, un superintendant, puis un directeur artistique et tout. Alors moi, je me suis engouffré dans cette tradition, malgré moi, comme ça, par nécessité. Puis encore une fois, ça m'a pas empêché de faire mon travail. Mais c'est pas c'est une conception qui est, encore une fois, qui est dans la tradition française, qui tente à se perdre maintenant. Et bon, on peut en discuter, mais si ça fonctionne, pourquoi pas? Ça demande effectivement à celui qui prend cette responsabilité beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Mais il ne faut pas que ce soit au détriment du travail artistique. Et dans mon cas, je ne crois pas que ça a été au détriment du travail artistique. Non, mais il faut dire aussi que j'ai toujours été bien entouré par des comédiens que j'ai su choisir, par des administrateurs ou par des collaborateurs littéraires et tout, par des gens. On formait une équipe, quoi. Vous avez toujours su, en fait, définir votre projet artistique dans n'importe quel lieu, dans les 6 lieux que vous avez dirigés, que ce soit les Tréteaux de France, le Rond-Point. Les projets, oui, les projets artistiques ont toujours été différents. Si vous voulez, dans le théâtre du côté de mon projet artistique, c'était la création contemporaine. Hein. On était un petit théâtre et je ne voyais pas l'intérêt de monter le Misanthrope ou je ne sais pas, ou Britannicus dans un petit théâtre d'abord, et puis pour un public comme ça de happy few, de gens qui aiment le théâtre, ce genre de spectacle qu'ils avaient déjà vu. Enfin, bon, le projet artistique, il était complètement basé là-dessus. C'est là que nous avons créé des choses importantes, d'ailleurs, notamment Capitaine Bada, de Jean Vauthier, Crépure, de Louis Guillou et tout. Dans le théâtre du 8e, alors là, on passait tout d'un coup d'un théâtre de 100 places, enfin, oui, à peu près, 113 avec les coussins, à 1100 places. C'était cauchemar. J'ai dit, mais comment on va faire pour faire remplir ce théâtre-là? Et je dois dire que on y est arrivé. Mais alors, il a fallu changer le projet artistique. C'est-à-dire que le projet artistique, il a consisté à mélanger des créations et des ouvrages du répertoire. Hein, c'est ainsi que, pour la première année, on a ouvert avec une création, le théâtre du 8e, La Poupée, de Jacques Audiberti, et tout de suite après, je crois qu'on a monté le Don Juan dans la mise en scène de Patrice Chéreau, avec votre serviteur dans le rôle de Sganarelle. C'est-à-dire que le projet artistique était de se servir des œuvres classiques comme locomotive pour faire passer, en quelque sorte, des œuvres contemporaines. On voit que vous donnez beaucoup d'importance aux auteurs contemporains.
Bah oui, c'est-à-dire que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait mes humanités très sérieusement, latin, grec, français, etc. Bon, et quand je suis sorti du collège, que j'ai eu envie de faire du théâtre, j'en avais un peu ras-le-bol quoi, des auteurs classiques et tout. Et puis je me disais, un jeune homme comme toi qui veut faire du théâtre, il faut jouer les auteurs de ton temps, les auteurs d'aujourd'hui. C'était une nécessité, quoi. Enfin, une nécessité intérieure, en tout cas. Et puis aussi, il y avait une autre chose qui était plus rusée, parce qu'il faut être rusé aussi, c'était que comment attirer l'attention d'un public, même dans une grande ville comme Lyon, ou de la critique, et de la critique locale et même de la critique nationale, si on joue, si une jeune compagnie joue Don Juan, ou je sais pas quoi, enfin, il fallait, pour attirer l'attention, il fallait jouer des œuvres qui n'étaient pas. Donc, il y avait deux aspects, c'était mon goût profond, et puis mon ras-le-bol, pardonnez-moi l'expression, des classiques, et puis mon envie de trouver un créneau pour attirer l'attention du public et des gens de la critique, en quelque sorte, sur notre activité. Et comment réagissait la critique? Parce qu'à l'époque, c'était assez avant-gardiste. Pour la poupée, pour Liberty, Vautier. Ce qui nous a, le grand truc qui nous a beaucoup aidé, c'est la création du Cavalier Seul, justement, de Jacques Audiberti, dont vous avez vu des extraits, et que nous allons reprendre à la fin de la saison à Antibes et au Théâtre 14. Là, c'est une pièce formidable et la critique parisienne, je crois que c'est quelqu'un qui s'appelle Gilles Sandier, que des amis connaissent bien, qui est venu et qui a vu le spectacle et qui a fait c'était dans un journal qui s'appelait Art et Spectacle. Il a fait une critique qui était vraiment dithyrambique, et avec le titre, c'était Lyon fait honte à Paris en créant le chef-d'œuvre d'Audiberti. Et ça nous a valu tout d'un coup l'arrivée d'une grande partie et ça nous a fait connaître, ça nous a sauvés aussi, ça nous a fait reconnaître du ministère, et ça a été très, très, très important. Donc, de toute façon, c'est une pièce que... Alors, ce qui est bizarre aussi, c'est que cette pièce, qui est une grande pièce, elle avait été proposée à Jean-Louis Barrault et à Jean Vilar, parce que ça devait être joué dans un grand lieu. Et parce que c'est une pièce assez conséquente, quoi. Et on l'a joué dans notre tout petit théâtre. Et la pièce est tellement forte que ça a passé et que ça a été un succès considérable. Et après, quelques années après, 10 ans après, on l'a joué dans la cour d'honneur. Rendez-vous compte, passer de 100 places à cette époque, la cour d'honneur n'avait pas encore été remodelée. Et elle faisait 3000 places, je crois. C'était incroyable. Ouais, c'était même beaucoup trop grand, quoi. Maintenant, c'est beau. C'est encore plus grand. C'est encore plus grand, je pense. Ah bon? Mais c'est beaucoup plus. Il y a une meilleure acoustique. C'était des conditions, puis c'était des bancs,
Maintenant, je crois que maintenant c'est beaucoup plus confortable quand même. Oui. Vous avez connu tous ces auteurs, que ce soit Vauthier, Audiberti? Oui, j'ai eu la chance de... Ouais, il y a des animateurs qui ont peur du rapport avec les auteurs. Il va nous embêter, il va nous dire... moi, j'ai toujours aimé, quand un auteur... J'ai eu la chance de connaître tous ces auteurs-là vivants, et malheureusement, tous les trois, les trois plus importants, c'est-à-dire Audiberti, Jean Vauthier et Louis Guillou, ne sont plus de ce monde, mais pourquoi ne pas profiter justement d'eux pour leur poser des questions, j'imagine que si Molière est encore parmi nous, les animateurs aimeraient bien lui dire mais ben, pourquoi ça, etc. Par contre, il y en a qui disent moi c'est ma création, c'est mon œuvre, je ne veux pas, j'ai le texte de l'auteur, mais j'en fais ce que je veux, et je ne veux surtout pas que l'auteur s'intercale dans mon travail. Et moi, ça m'a jamais fait peur. Avec Audiberti, il n'y avait pas de problème, puisque lui, il adorait assister aux répétitions, mais il s'occupait il disait des choses pas publiquement, et il disait des choses tout à fait sensées. Vauthier, lui, il était très, très, très envahissant et très intervenant, mais ça ne me faisait pas peur parce que c'était intéressant, c'était juste, et au niveau de la direction, pas générale, mais de la direction du jeu des acteurs, il était très pertinent. Quant à Louis Guillou, Louis Guillou, c'est différent, puisque c'est l'adaptation d'un grand roman que si vous ne connaissez pas, je vous conseille de lire, qui s'appelle Le Sang Noir. Et l'adaptation qu'on a fait, c'était presque ensemble, c'est Crépure, qui est le héros du Sang Noir. Donc ça se passait bien. Mais je ne sais pas, il y a d'autres auteurs avec qui j'ai... Mais il y a des auteurs que par exemple, David Mamet, qui est un auteur américain. Je n'ai pas eu de contact avec lui, malheureusement, mais à Chicago, j'ai rencontré son grand ami, Grégory Mosher, et son porte-parole, en quelque sorte, quelqu'un qui le connaissait très bien. Voilà. Vous avez monté Glengarry au théâtre du Rond-Point. Glengarry Glen Ross, oui, je l'ai monté à Marseille, ensuite au théâtre Édouard VII, et puis après on l'a repris au théâtre du Rond-Point. Ouais. C'est une très 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 belle pièce. David Mamet, qui est un grand auteur et qui est aussi un auteur de scénario et même un cinéaste, je crois. Oui. Ouais. Il a fait un film. Voilà, et puis non. Et vous pensez quoi des nouveaux auteurs, Joël Pomera ou des auteurs américains, contemporains, français ou américains? Bah, écoutez, est-ce qu'il vous donne envie de les monter? Je pense qu'il y en a, il y a toute une floraison maintenant de gens, oui, de grande qualité. Bah, il y a d'abord mon ami Valère Nevarina, que j'aime beaucoup. Et puis, bon, Valère Nevarina, c'est un peu spécial, mais je pense que qu'il y a des auteurs, oui, parce que le théâtre est assez, quand même, est assez vivant, même s'il a des difficultés. Ce que je n'aime pas tellement, c'est, vous me direz, tu l'as fait, toi, puisque j'ai adapté Le Sang Noir de Louis Guillou pour en faire Crépure, mais j'aime pas trop le travail qui consiste à prendre un texte littéraire romanesque et pour en faire une pièce. Je préfère que ce soit vraiment un texte écrit pour le théâtre. Voilà. Et je crois qu'il y a aussi un petit reproche là, c'est qu'il y a beaucoup de directeurs, metteurs en scène, etc., qui
qui écrivent, parce qu'ils écrivent leurs heures et tout. Est-ce que c'est leur rôle? Je suis pas toujours, je suis pas toujours sûr de ça. Et vous savez, Audiberti disait il y a les écrivains, c'est-à-dire, bon, est-ce que c'est qu'un écrivain? Bon, il y a Baudelaire, Britannicus, j'allais dire Racine, Molière, des écrivains contemporains aussi. Et puis il y a les écriveurs, c'est-à-dire ceux qui écrivent comme ça, mais qui n'ont pas vraiment quelque chose à dire, mais qui écrivent pour écrire en quelque sorte. Et voilà. Mais je pense qu'il y a tout ça vient du fait, c'est ma philosophie aussi, tout ça vient du fait que le cinéma a pris une grande place dans l'activité artistique, et Dieu merci. Et les films, la plupart du temps, sont faits par des scénaristes, hein, bien sûr, mais qui sont généralement un groupe, quoi, qui travaillent en groupe, qui travaillent en équipe. Et là, on s'imagine que pour le théâtre, on peut se passer de l'écrivain pour avoir toute une série de gens qui sont des écriveurs. Et je le regrette. Je pense que moi, que le texte est primordial dans les grands textes sont absolument essentiels. C'est pas forcément la mode, mais quand même, par exemple, je vois que maintenant on joue au théâtre dans un grand théâtre qui est le théâtre de la Colline, on joue le Canard sauvage. C'est un très très grand texte et c'est une bonne chose. Voilà. Et si vous ne pouvez pas rencontrer dans un débat là, parce que c'est compliqué. Et à propos des auteurs classiques, pourquoi avez-vous mis tant de temps à monter Molière? Oui, j'ai monté Molière assez tardivement dans ma carrière. C'était passé la quarantaine, ce qui est quand même pas trop. C'est parce que justement, d'abord, je me sentais pas la hauteur il faut que j'apprenne mieux mon métier, parce que Molière, c'est pas facile, c'est compliqué. Et puis aussi parce que tout d'un coup, j'ai découvert que Molière, dans le fond, c'était notre père théâtral, quoi. C'était, je crois que c'est un peu pareil pour les acteurs anglo-saxons. Sur Shakespeare, pour monter du Shakespeare, ils mettent un peu de temps. Voilà, ils mettent du temps quelquefois, les jeunes animateurs anglais ou américains à monter Shakespeare, parce que Shakespeare, c'est tellement immense comme Molière. Je crois que Shakespeare est peut-être plus vaste que Molière, mais Molière, il faut donc il faut en être digne, il faut avoir fait. C'est un peu pour ça. Et puis aussi, je suis tombé sur une pièce qui m'a beaucoup ému. J'ai vu une très très bonne représentation à la Comédie Française du Malade imaginaire, et ça m'a complètement bouleversé. Et j'ai dit mais c'est insondable, Molière. Il y a des choses extraordinaires. Hein. Vous savez, ne serait-ce que cette phrase, n'y aurait-il pas quelques dangers à contrefaire le mort? Il y a aussi la scène avec la petite fille. Goethe dit à propos de cette scène, puisqu'il y a une petite fille qui joue sur le théâtre, que introduire un enfant sur une scène, un véritable enfant, les acteurs étant eux-mêmes des enfants,
mais des enfants déformés peut-être par la vie. Il y a quelque chose de magique, il y a quelque chose de... Et cette scène avec la petite fille, c'est une chose aussi. Tout ça, ça m'a... Le Malade imaginaire, bon, vous savez que malheureusement, c'est la dernière pièce que Molière a jouée, mais c'est une très grande pièce, et c'est par là que j'ai commencé à jouer Molière. D'ailleurs, après, bon, j'ai pas arrêté, j'ai monté l'école des femmes, j'ai monté Tartuffe, j'ai monté les Scapin. Scapin,